Voilà, donc deuxième cours de cet enseignement à distance cette année qui porte donc sur l'agitation. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des prodromes, des présentations cliniques, de l'étiologie de l'agitation, que ce soit des étiologies psychiatriques ou non psychiatriques, mais aussi des techniques d'approche et de traitement. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos. On va aussi regarder quelques algorithmes de prise en charge des patients. Et la première vidéo qu'on va regarder est quelqu'un qui est euh, finalement une personne âgée qui est agitée et sur laquelle je voudrais que vous réagissiez. They saying, what do they want? Please be quiet. I can hear anything when you're making so much noise. It's important, men. It's true. We've all seen our residents exhibit challenging behaviors. Not handled properly, they can jeopardize the safety of the residents and others nearby. These behaviors can upset family members and intimidate and endanger staff if they're not trained to deal with it, leading to poor morale and high turnover. Voilà donc pour cette vidéo d'introduction et qui est une illustration parfaite de la définition de l'agitation qui est une augmentation de l'activité verbale et motrice qui s'accompagne une activité psychomotrice, une labilité de l'humeur, des élévations de la voix, des insultes, des cris et jusqu'à effectivement l'agressivité et l'agression. Ce que vous devez en retenir, c'est que cette définition de l'agitation, donc cette augmentation de l'activité verbale et motrice, elle est extrêmement large et qu'elle inclut des syndromes, des présentations qui sont extrêmement diverses. Ça veut dire que on n'attend pas que le patient soit agressif, commence à casser, crier, violenter pour considérer que il est agité. Cette augmentation de l'activité psychomotrice, elle doit être un signe d'alerte et pour le clinicien, ça veut dire qu'il faut agir et intervenir face à cette crise. C'est par conséquent l'agitation, c'est l'urgence psychiatrique par excellence. J'aime à dire que l'agitation est à la psychiatrie ce que la douleur psychiatrique est à la cardiologie, finalement très peu spécifique, mais quelque chose qui est très sensible et qui doit alerter le psychiatre. Alors, finalement, c'est uniquement 10% des patients vieux urgences psychiatriques qui s'agitent. On a l'impression que c'est tout le temps, tous les patients, toute la journée. En réalité, c'est faux. C'est une faible proportion des patients, mais souvent, c'est assez dramatique. Et donc, on retient ces cas-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a à peu près 8 à 25 agressions physiques dans un service d'urgence psychiatrique par an. Ça veut dire que c'est entre 1 et 2 par mois. Et ces agressions physiques, dans les 2 tiers des cas, c'est au moment du traitement de l'agitation. Donc ce n'est pas au moment où le patient s'agite et spontanément vient taper l'infirmière, c'est au moment où justement on décide de s'adresser au patient agité pour le traiter. Soyez très clair, 40 à 50% des psychiatres seront agressés au moins une fois dans leur carrière et le plus souvent, c'est au moment de l'internat que cela se produit. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement commun chez les psychiatres. C'est extrêmement commun aussi chez les infirmières et les psychologues, un peu moins chez les assistantes sociales. Et donc, il faut s'appuyer sur les facteurs protecteurs qui sont des personnels en nombre suffisant, suffisamment masculins, mais qui ont aussi de l'expérience. On peut être 3 ou 4 infirmiers et infirmières très formés et très à l'aise dans la prise en charge de l'agitation, et se sentir très à l'aise, et être au contraire complètement débordé par un patient lorsqu'on est 10 personnes qui ne sont absolument pas habituées à prendre en charge ce type de présentation. Alors, les causes de l'agitation, vous les connaissez évidemment, et en particulier les causes psychiatriques. Alors, la cause psychiatrique par excellence, c'est évidemment dans les troubles psychotiques la schizophrénie, dont les facteurs de risque de passage à l'agitation sont multiples. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous seraient tout à fait capables spontanément de dire que les idées délirantes de persécution, les hallucinations
de commande sont quelque chose qui sont de nature à favoriser l'agitation, mais aussi l'usage de toxiques. Le sexe masculin est effectivement plus un facteur de risque, mais aussi le niveau économique faible, le fait d'être célibataire, c'est-à-dire plutôt isolé, et évidemment les épisodes antérieurs d'agitation, les comportements passés étant de bons prédicteurs des comportements futurs. Et finalement, il y a cette composante clinique, mais aussi une composante plus sociale, qui veut que lorsqu'on a moins accès à mentaliser, exprimer les choses, eh bien, ça se traduit par des mises en acte agressives. Le passage à l'acte violent, il est fréquent chez le patient schizophrène, mais le risque d'homicide en France, il est plus faible que dans celui de la population générale. Et puis toujours dans la schizophrénie, sachez bien qu'il existe des présentations où le patient semble agité, c'est-à-dire que finalement, il a cette augmentation de l'activité physique, mais sans augmentation de l'activité mentale. Et ça s'appelle l'acathysie. Et ça peut être un effet secondaire des antipsychotiques, et c'est-à-dire un trouble, un mouvement anormal qui oblige en quelque sorte le patient à ne pas rester en place, à se lever en permanence, et dans un contexte où vous pouvez avoir une équipe qui dit « mais il faut rester assis monsieur, vous ne pouvez pas faire les 100 pas comme ça », peut effectivement déboucher sur quelque chose qui est du ressort de l'agitation alors qu'à l'origine, il n'en était rien. Dans les troubles de l'humeur, vous retrouverez évidemment les états maniaques, mais aussi les états dépressifs, ou lorsque vous avez des états mélancoliques anxieux, vous pouvez aussi avoir un état d'agitation, dans la mesure où la douleur morale et l'anxiété peut être tellement insupportable qu'il peut y avoir un état d'agitation. De façon intéressante, les patients maniaques sont finalement très souvent de nature à commettre une agression uniquement pendant les premières 24 heures d'hospitalisation. En tout cas, il y a un surrisque au début de la prise en charge, à l'évidence, lorsque, si vous voulez, les antipsychotiques ou les stabilisateurs de l'humeur n'ont pas encore eu la chance d'agir. Et puis, l'anxiété, en particulier dans les états de stress post-traumatique, est à l'évidence, je mentionnais la mélancolie anxieuse, à l'évidence tout à fait en mesure de générer des états d'agitation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte lorsque vous avez quelqu'un qui est anxieux. Alors, les troubles de la personnalité, en particulier le cluster B, même si on ne l'utilise plus, sont effectivement de nature à avoir une intolérance à la frustration, une impulsivité, donc la psychopathie, les borderline, les hystériques, peuvent avoir des moments effectivement très intriqués avec l'environnement qui peut donner des états d'agitation. La crise suicidaire peut être un moment où il y a un état d'agitation, et ça, c'est effectivement à prendre en compte parce que l'agressivité contre soi peut se retourner contre l'autre et inversement. Alors, les intoxications sont de nature à générer des états d'agitation ou à rendre des états d'agitation beaucoup plus graves qu'ils n'étaient. Finalement, l'ensemble des toxiques excitateurs sont de nature à précipiter des états d'agitation et potentiellement des agressions. Toutes les drogues dopaminergiques, cocaïne, amphétamine, catinone, etc., sont de nature à en provoquer. Lorsque le cannabis est associé à la phéncyclidine, qui est le PCP, ça peut effectivement donner des états de dissociation psychotique extrêmement sévères qui peuvent donner lieu à agitation. Et évidemment, les prises d'alcool, mais aussi les syndromes de sevrage. Alors, il existe un phénomène, plus vous allez vers l'ouest, plus il est prégnant de consommation de catinone, mais qui arrive en Europe de l'Ouest, en particulier en région parisienne. Et donc, je vais vous montrer une vidéo de plusieurs patients qui sont intoxiqués avec des catinones, qui sont donc des agents dopaminergiques extrêmement puissants et qui, en cas de surdosage ou de mauvaises réactions, peuvent générer des états d'agitation extrêmement graves.
He's trying to hit him. He's trying to hit him. Look. He's trying to attack people. I know. They can get violent, lashing out at themselves or at strangers, picking fights with parked cars, damaging property. He's dangerous, though. He is. He's dangerous, absolutely. They're often oblivious to the risks they take, climbing barefoot under a high bridge, literally rolling around in traffic on a busy street. The drug makes the heartbeat accelerate so high, the internal body temperature sizzles, so stripping seems like the best way to cool off. Who knows what inner impulse then makes somebody want to jump between cars? The inaptly named drug bath salts is suspected of being behind all of these strange and scary incidents. Did you take the whole bottle of salt? Although bath salts is the main name, there's lots of other slang for the drug. Everything from bubbles to bonsai fertilizer. It's made with scads of harmful synthetic chemicals, most often MDPV, short for something pretty unpronounceable. The federal government banned these ingredients in July of 2012, but all a manufacturer has to do to circumvent the law is tweak a few molecules to get an entirely new formula, so it's still out there. The U.S. Navy got so concerned about it, this video was made to warn their personnel about the danger. Freaking out. What's wrong with you? Vital signs are showing blood pressure 210 over 180. Heart rate. Voilà, donc là, vous voyez quelque chose qui est quand même plutôt extrême, mais auquel vous devez être sensibilisé, parce que les intoxications avec les catinones, donc les sels de bain, les bath salts, etc., sont quelque chose qui est en train d'arriver, donc vous devez connaître, donc c'est état d'agitation extrêmement prononcé, avec agression et symptômes psychotiques extrêmement prononcés. Gardez en tête, c'est pourquoi je reviens sur cette diapositive, que d'autres problèmes de santé peuvent générer des agitations, donc confusion, démence, hyperthyroïdie, etc. Je vous ai mis une liste. Les états démentiels aussi, et tout ce qui est comorbidité organique d'autres états, comme le globe urinaire, etc., peuvent aussi donner des états d'agitation. Alors, quel est le traitement de l'agitation? Est-ce que finalement, traiter l'agitation, c'est attacher plus sédater? La réponse est non. S'il y a une seule phrase que vous devez retenir de ce cours, c'est que le traitement de l'agitation n'est pas l'anesthésie générale. Le traitement de l'agitation n'est pas l'anesthésie générale. Alors, on va essayer de prononcer quelques principes de prise en charge et d'accueil du patient agité. Alors, premièrement, on évite d'être seul, on propose un lieu sécurisé, calme, on recueille des informations autant que l'on peut, mais on ne se livre pas à un interrogatoire trop développé et trop policier. Moi, ma suggestion, c'est de rassurer le patient par un abord médicalisé qui consiste à prendre les constantes, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température, potentiellement un électrocardiogramme, une glycémie capillaire, d'en profiter pour faire les bilans biologiques, c'est-à-dire qu'on inscrit le patient, même s'il est aux urgences psychiatriques, dans quelque chose qui est de l'ordre du soin médical, pour rappeler que avant d'être quelqu'un qui est pris en charge pour son agitation, c'est quelqu'un qui a besoin de soins, et avant tout de soins généraux. C'est aussi l'occasion de récupérer des urines pour une recherche de toxiques urinaires. Gardez en tête, encore une fois, que l'essentiel des patients agités ne seront pas comme les patients complètement intoxiqués qu'on a vus sur la vidéo précédente, mais seront plutôt comme la première vidéo, quelqu'un qui a une augmentation de son activité physique et mentale qui est accessible à la réassurance. Okay. Le consentement au traitement. Alors, on ne peut pas dire le patient agité, dont le jugement est altéré, ne refuse le traitement.
et qu'il n'y a pas d'hospitalisation sous contrainte encore, parce qu'on est en train de la mettre en place, et que par conséquent, on ne peut pas traiter. Ça, c'est faux. L'agitation, c'est une urgence qui est potentiellement vitale, qui requiert un traitement immédiat, c'est-à-dire qui ne peut pas attendre, et pour lequel on peut donner le traitement même en l'absence de consentement du patient. Si vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, qui est dans le coma, qui a fait un accident vasculaire cérébral, vous n'allez pas attendre qu'il y ait un consentement, une famille, etc. pour démarrer les soins. Vous allez faire ce qu'il faut parce que c'est une urgence vitale qui nécessite une prise en charge immédiate. Alors, après ce préalable, on peut essayer d'avoir des principes de traitement non médicamenteux. On va décomposer les différentes étapes de façon très détaillée, hein, mais beaucoup des choses sur lesquelles on va travailler là sur les 2-3 diapositives qui viennent, elles vont être finalement très très intégrées, très fluides dans la façon dont vous approchez le patient. C'est un apprentissage quotidien, constamment mis à jour, qui est revisité après chaque prise en charge et qui fait l'objet d'un débriefing qui vient enrichir votre technique. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Fishkin qui a essayé de théoriser tout ça, donc ce qu'il appelle les 10 commandements de la désescalade verbale. Le premier commandement est de se protéger, de ne pas travailler seul, d'avoir des renforts, et puis de se présenter sans bijoux, sans écharpe, sans éléments qui peuvent donner facilement prise au patient. L'espace personnel est sans doute le premier principe parce qu'il permet d'avoir ce sentiment non oppressif pour le patient. Alors, encore une fois, on théorise les choses de façon précise, ça veut dire une distance de longueur de bras entre vous et le patient. Le contact visuel doit exister, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de regarder la personne dans les yeux, mais vous non plus ne faites pas finalement l'inverse, c'est-à-dire de regarder en permanence la personne comme une conversation ordinaire. Il ne s'agit pas de laisser le patient quitter les urgences sans autorisation, mais laisser un échappatoire aux soignants et aux patients pour qu'ils puissent sortir en cas d'intolérance à l'entretien, vers la salle d'attente, vers une autre pièce, etc. C'est quelque chose qui doit être possible aussi bien pour vous que pour le patient. Pas de provocation, pas d'insulte, pas de signe d'agacement. Gardez en tête que si vous faites insulter, c'est quand même le job que vous avez choisi. Hein. Ne vous mettez pas dans l'état d'esprit de voilà, ce patient est imbitable, j'en peux plus, etc. Si vous êtes dans cet esprit-là, il vaut mieux vous retirer et envoyer quelqu'un d'autre. Essayez plutôt de vous mettre dans l'état d'esprit de ah tiens, il est 17h30 au CMP, j'en ai marre, mais en même temps, c'est cette patiente que j'apprécie vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir de ses nouvelles, je suis vraiment content de l'avoir, et finalement, ce n'est pas un entretien qui me saoule, c'est un entretien que je suis content de faire. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit-là et d'utiliser un ton calme. Essayez d'établir un contact verbal avec un interlocuteur désigné. Ça veut dire que lorsque vous gérez un état d'agitation, vous êtes face à quelqu'un qui doit avoir un interlocuteur désigné, c'est-à-dire un leader. C'est-à-dire que ce leader va faire l'ensemble des moments de prise en charge du patient. Il ne va pas y avoir une conversation avec de multiples interlocuteurs. Et ce leader doit pouvoir expliquer au patient que l'objectif de la prise en charge est de l'aider à reprendre le contrôle de lui-même. Donc on ne va pas lui donner des ordres, on ne va pas le contraindre à faire des choses, on va essayer de coopérer avec lui pour obtenir cette reprise de contrôle. On essaie de rester concis, on n'hésite pas à répéter plusieurs fois la même chose. Si vous y réfléchissez bien, à table, les enfants, combien de fois il faut le répéter avant que ça se produise? Donc quand quelqu'un qui est parasité potentiellement par des éléments psychotiques, il n'est pas du tout anormal d'imaginer qu'il faut répéter les choses plusieurs fois. Évitez-vous, non, ne faites pas ça et d'autres ordres.
Essayez plutôt de décrire les choses et de toujours revenir à l'intérêt du patient qui est de reprendre le contrôle de lui-même de façon brève. Alors, une fois que vous êtes dans cet esprit-là, il vous faut essayer de comprendre ce que le patient ressent et d'y répondre. Parfois, c'est vous qui allez prêter du matériel psychologique euh, au patient et pour l'aider à comprendre ce qu'il est en train de vivre. Donc lorsque vous êtes face à quelqu'un qui veut quelque chose mais qui ne peut pas l'obtenir, qui continue à le vouloir, qui se met en colère, qui casse, qui crie, eh bien vous pouvez essayer de faire mentaliser les choses au patient en disant vous semblez être très contrarié, on dirait que vous voulez quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, peut-être que je peux vous les aider à l'obtenir, en tout cas qu'on peut en discuter. Je veux, je n'obtiens pas, j'ai perdu espoir, je suis triste, retrait, auto-agressivité. Même chose, on peut essayer de mettre en mots ce que le patient vit et de l'aider à l'obtenir. Je veux éviter quelque chose, j'ai peur, je me casse, je me cache, je m'enfuis, enfin je me casse aussi. Hein. Vous avez l'air d'avoir peur de quelque chose, peut-être que je peux vous aider à vous sentir en sécurité. Hein. Donc vous voyez cette démarche de mise en mots qui peut passer par une étape de prêt de matériel psychologique pour le patient. C'est votre travail finalement hein, de faciliter cette mise en mots. Écoutez donc et comprendre ce que le patient dit. Ça veut dire que vous allez être dans une démarche de reformulation des paroles du patient, de comprendre ce qu'il dit et de le prendre en compte, d'ignorer les insultes et de laisser au patient le temps de s'exprimer. Vous n'hésitez pas à reformuler ou à demander validation de ce que vous avez compris de ce que le patient a dit. Ça veut dire que vous lui laissez le temps de s'exprimer, vous écoutez ce qu'il a à dire et vous le reformulez encore une fois. Essayez de trouver des terrains d'entente. Si vraiment il n'y a aucun terrain d'entente, que vous n'êtes d'accord sur rien, que le patient demande des choses qui sont absolument irréalistes, eh bien, vous allez au moins tomber d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord. Vous allez éviter de dire non. Vous allez éviter de dire c'est pas vrai. Vous allez dire vous mentez. Vous allez essayer d'affirmer votre accord le plus possible, sans pour autant rentrer dans le délire du patient, c'est-à-dire sans pour autant débattre avec eux de la couleur des extraterrestres. À un moment donné, il n'est pas idiot de rappeler la loi et ce qui est interdit. Le monde est rempli de psychopathes, mais ils ne sont quand même pas si nombreux que ça à l'échelle de la population, et vous serez très surpris que de rappeler à quelqu'un que quelque chose est interdit parce qu'il est contraire à la loi, est de nature à avoir un effet, et donc de rappeler que la violence physique, que qu'elle soit auto-agressive ou hétéro-agressive, ne peut pas être acceptée, est contraire à la loi, que c'est un principe de base, peut avoir son effet dans la négociation, le rapport que vous cherchez à établir avec le patient. Vous souhaitez également offrir des choix aux patients. Vous devez en fait essayer d'apporter au patient l'idée que s'enfuir ou se battre, ils ne sont pas les seules deux options qui s'offrent à lui. Et que vous allez pouvoir offrir finalement différentes possibilités sans qu'il soit obligé de vous castagner, sans qu'il soit obligé de faire le mur. Si cette négociation ou cette capacité à proposer des choix, elle s'essouffle, que vous ne faites pas de progrès, vous pouvez proposer un temps mort et dire écoutez, on a bien discuté, moi je crois qu'on fait une pause, je vous laisse vous recentrer pendant 5 à 10 minutes et je reviens vous voir, pas 2h30, hein, mais ça c'est quelque chose qui est possible. Lorsque vous arrivez à l'étape où vous allez proposer un traitement, vous pouvez très bien dire au patient écoutez, qu'est-ce qui dans le passé vous a fait du bien? Alors évidemment, si vous dites quelque chose qui est complètement irréaliste ou de nature à précipiter des états addictifs, etc., vous allez potentiellement dire non et l'expliquer. Mais si vous dites écoutez, moi je veux pas de Loxapac, l'aldol ça me fait du bien, pourquoi aller sur le Loxapac? Ça ne suffit pas d'un rapport de force. Hein. Lorsque vous en êtes à l'étape de proposer le traitement, vous pouvez proposer un choix fermé qui est est-ce que vous préférez un traitement oral ou injectable. L'hospitalité est quelque chose qui compte beaucoup pour beaucoup de patients, et le fait d'aborder quelqu'un
qui s'attend à ce que vous l'embrayiez immédiatement sur pourquoi la police vous a amené là, qu'est-ce que vous faites là, vous entendez des voix, et de prendre de court finalement le patient en disant très très rapidement bonjour madame, comment allez-vous, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous avez soif, est-ce que vous avez froid, ça peut immédiatement détendre l'atmosphère et montrer que finalement, lorsque vous dites que votre abord il est humain et que vous souhaitez venir en aide à la personne, vous avez une certaine crédibilité parce que les besoins de base, vous demandez à ce qu'ils soient satisfaits pour ce patient. Et puis vous mettez les choses en perspective temporelle. Ça veut dire que, vous savez, les patients ont très souvent des idées reçues et la conviction délirante que lorsqu'on rentre à l'hôpital psychiatrique, on ne ressort plus et que c'est une voie de garage pour toujours. Et donc remettre les choses en perspective sur l'heure qui vient, la journée, potentiellement plus tard l'hospitalisation, c'est très important. Et donc dire, écoutez, là vous venez d'arriver, je pense que dans les 15 prochaines minutes, on aura réussi à résoudre le problème et à trouver des solutions. Ça c'est important. Une fois que tout ça a été fait, débriefer le patient et les soignants est une étape absolument fondamentale. Ça veut dire qu'en cas de retour à la contention en particulier, ou du traitement injectable, c'est de revenir vers le patient et lui dire, écoutez, voilà, on a essayé de vous aider à reprendre le contrôle de façon psychologique, mais là, notre intervention n'a pas fonctionné, vous n'avez pas réussi à vous contrôler, on est obligé de vous donner un traitement injectable, on a été obligé d'appliquer une contention, on va essayer de faire ça le moins longtemps possible, et dès que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vous-même, tout ça va s'arrêter et vous allez pouvoir être de nouveau sans contention, avec un traitement oral qui vous convient mieux, etc. Et ça, c'est très important pour poser les bases de l'alliance thérapeutique future. Alors, il y a à un moment donné, lorsque les choses avancent dans cette prise en charge, un élément de coercition, qui est différent de l'alliance ou de la persuasion, puisque là, vous êtes dans une position où vous dites que vous avez pris une décision et que vous allez la mettre en place, et que finalement, là, c'est votre rôle de professionnel qui prend le dessus, et que la négociation est terminée. Ça, c'est un peu le dernier recours. Votre objectif dans la prise en charge de l'agitation, il est finalement d'obtenir du patient qu'il prenne calmement un traitement oral, voire injectable si c'est son souhait et si c'est ce qu'il le demande, mais dans une démarche d'alliance thérapeutique. Lorsque ça ne marche pas, l'enchaînement des décisions doit être rapide, vous devez savoir ce que vous faites, vous devez être avec une équipe qui est bien rodée et qui sait ce qu'il doit faire, et qui passe par une étape de départ de coercition verbale, mais très rapidement, si on n'avance pas en montrant sa force et sans y recourir, eh bien, si la décision ne suffit pas, on peut arriver à une utilisation de la force physique qui débouche potentiellement sur une contention. Si la contention a lieu, il faut qu'elle soit pour le moins longtemps possible. Il ne faut pas avoir peur de mettre un terme à la contention, de la lever, quitte à prévenir tout le monde qu'il y aura peut-être besoin de la réappliquer plus tard, si on a fait une erreur, si on n'a pas réussi à contrôler le patient. Et ça doit être dans un endroit qui reste quand même tolérable pour le patient, c'est-à-dire sans la lumière à fond dans les yeux, parfois avec de la musique à la requête du patient, et puis en informant le patient au fur et à mesure, en temps réel, des événements qui se déroulent. Informer le patient, voilà ce qu'on est en train de vous faire, voilà ce qu'on va faire, on n'a pas d'autre intention que de vous aider à vous calmer et de vous retenir de faire du mal aux autres. On n'a pas l'intention de vous blesser, on n'a pas l'intention de vous faire d'autres misères, et de revenir plus tard pour ce débriefing. Alors, comment choisit-on un traitement médicamenteux pour l'agitation ? Les objectifs du traitement médicamenteux, c'est donc d'apaiser le patient, de réduire le risque de passage à l'acte et d'éviter une éventuelle contention ou de la lever si elle est déjà en place. Le principe général du traitement, c'est qu'il s'agit
d'un choix qui est clinique. Il n'y a pas de recette toute faite pour choisir un traitement de l'agitation. Le traitement Péros est un traitement qui est vécu de façon moins traumatique. En revanche, par rapport au traitement injectable, vous perdez en rapidité d'action. Encore une fois, je l'ai déjà dit plus tôt, le traitement d'agitation n'est pas l'anesthésie générale. Une sédation qui est trop importante, ça peut arriver, mais ce n'est pas votre intention. Ça nécessite et ça doit générer un monitoring, potentiellement un monitoring cardiaque, si le patient est vraiment très sédaté. Le problème de faire dormir les patients avec un traitement de l'agitation, c'est que c'est une expérience traumatisante. Les patients sont endormis, se réveillent dans un nouvel endroit, qu'ils ne connaissent pas. Parfois, il n'y a pas de contact humain pendant plusieurs heures parce qu'ils se réveillent à un moment donné où il n'y a personne près d'eux. S'ils sont contenus, c'est extrêmement angoissant et ça aura un impact extrêmement négatif sur l'alliance thérapeutique du futur. Et en plus, ça donne une image des traitements absolument désastreuse et ça a un impact par la suite sur l'observance des traitements. Donc, le principe, c'est d'analyser l'état clinique du patient, d'y apporter une réponse. Donc, si vous avez une angoisse, il faut la traiter avec un anxiolytique, une molécule qui va avoir ces propriétés-là. Si vous avez des symptômes psychotiques, il faut un antipsychotique pour casser les idées délirantes et les hallucinations. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de recette universelle, Aldol, Telsmesta, Tertian Valium, etc. Tout ça, c'est bidon. Il faut avoir quelque chose qui est pensé pour cibler les symptômes dont le patient souffre. Il y a maintenant de plus en plus d'études qui, si vous voulez, décrit les modes d'action et les résultats des différentes molécules. Donc tout ça, c'est de la médecine basée sur les preuves. Donc ce n'est pas la recette locale ou personnelle. Il y a des AMM, il faut les respecter. La littérature, il faut vous tenir informé de ce qu'elle dit. Alors en pratique, quelle molécule choisir? Eh bien, les antipsychotiques ou neuroleptiques classiques ont une action sur les symptômes psychotiques, ils sont sédatifs. En revanche, ils ont l'inconvénient d'abaisser le sol épileptogène, et puis ils ont des effets secondaires tels que extrapyramidaux, achétysie, etc. L'aldol, la chlorpromazine, etc. Sont des molécules qui ont une action très antiproductive et qui ne sont pas nécessairement si sédatives que ça, et donc elles ont leur intérêt dans l'urgence. Alors, les benzodiazépines, en revanche, elles ont une action anxiolytique. Elles sont potentiellement plus sédatives et elles peuvent avoir un effet dépresseur respiratoire. En revanche, elles sont neuroprotectrices, en particulier dans le cas de l'épilepsie et des syndromes de dépendance ou de sevrage. On aura tendance plutôt à choisir des molécules à demi-vie courte, sans métabolique actif, comme le Temesta. Les antipsychotiques atypiques sont utiles dans l'agitation modérée. Alors, l'olanzapine est un des médicaments qui a été le plus étudié, qui a un effet antipsychotique tout à fait net, qui a une bonne tolérance neurologique, qu'on essaye de ne pas associer au benzo parce qu'il y a eu quelques cas chez des gens qui avaient des problèmes respiratoires sous-jacents qui ont fait des arrêts respiratoires, mais en l'absence de morbidité somatique, il n'y a pas de contre-indication. Cette contre-indication d'associer olanzapine et benzodiazépine n'existe plus. On essaye quand même de l'éviter chez les patients âgés ou les patients intoxiqués. Chez les patients atteints de démence, l'utilisation des antipsychotiques de seconde génération, des antipsychotiques atypiques, a été corrélée à une augmentation de la mortalité. Donc on aura tendance à lever le pied lorsqu'il y a des états démentiels sous-jacents. Donc ça, c'est l'olanzapine. L'aripiprazole, contrairement à ce que vous avez pu entendre, a des effets antipsychotiques qui sont aussi tout à fait nets et sont très bien tolérés neurologiquement. Il y a des effets secondaires parfois neurologiques à type d'achathysie, mais c'est relativement rare, même s'il faut quand même le garder en tête. On peut l'associer sans aucune difficulté avec des benzodiazépines, mais garder en tête que l'action est moins rapide qu'avec l'aldol et qu'il faut donc avoir un petit peu plus de temps. On peut l'utiliser chez les patients âgés ou intoxiqués. La littérature semble montrer qu'il n'y a pas de contre-indication. Les antihistaminiques tels que l'hydroxyzine, le fameux
l'atarax est tout à fait possible, en particulier lorsqu'il y a une composante anxieuse particulière. Et puis il y a des produits mixtes, tels que la siamamycine, le fameux tertian, qui est un neuroleptique typique, mais qui a une forte affinité pour les récepteurs à l'histamine et qui donc a un effet sédatif et anxiolytique à la fois, donc qui peut présenter un intérêt. Alors les associations, c'est toujours difficile en littérature scientifique parce qu'elles ne sont pas toujours très bien étudiées. En revanche, la seule association qui a donc été étudiée en tant que telle, c'est l'association de l'aldol et du temesta dans le traitement de l'agitation, et qui a montré que l'ajout d'une benzodiazépine, donc le temesta en l'occurrence, diminuait le risque d'effets secondaires de l'aldol. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, association aldol-temesta, ou par extrapolation, même s'il n'y a pas de littérature spécifique, association antipsychotique typique et benzodiazépine, c'est quelque chose qui peut se faire. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a des symptômes psychotiques que vous voulez abraser et avec une composante anxiolytique, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et pour certains auteurs d'ailleurs, chaque fois que vous utilisez de l'aldol pour l'agitation, il faut l'associer à une benzodiazépine parce que vous diminuez les risques d'effets secondaires. Voilà donc pour ce cours sur l'agitation, qui est donc une urgence médicale qui doit être traitée le plus rapidement possible. C'est un symptôme qui doit faire rechercher une cause. On ne peut pas se satisfaire d'un état d'agitation qui n'a pas de cause connue. Il y a des techniques qui doivent être maîtrisées afin de prendre en charge des décisions claires, rapides, précises. C'est un travail d'équipe. Dans certaines institutions, on en fait d'ailleurs un exercice de la même façon que les arrêts cardiaques, un code où l'ensemble de l'équipe vient et sait se répartir les rôles. La coercition doit être quelque chose de dernier recours lorsque l'alliance avec le patient n'a pas été possible. Et le traitement, lui, doit être adapté à l'état clinique du patient parce que bien choisir le traitement qui n'est pas trop sédatif, qui agit sur les symptômes du patient, cet art-là, il pose les bases de l'observance thérapeutique future et c'est vraiment ce que vous voulez parce que c'est ça qui va éviter que le patient revienne à nouveau agité, à nouveau délirant. Donc vous maximisez votre alliance thérapeutique et c'est ça qui doit toujours être l'objectif. Merci de votre attention.